Parfait. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Il est 13 h, on va pas tarder à attaquer ce webinaire technique dans le cadre du MOOC Reno CoPro avec Ludovic Talus de la société PGIM. Plénitude, c'est la même chose? Oui, c'est le même groupe, mais C'est le même groupe, ça va. pas de souci. Que je fasse pas de boulettes. Je vais éclaircir tout ça après. Ça marche super. Eh ben, on attend encore 2 minutes histoire que tout le monde nous rejoigne, mais on va quand même être un peu strict sur les horaires parce qu'on n'a qu'1 heure, donc on va pas pouvoir se permettre de trop déborder. On va vraiment essayer de rester dans le cadre de finir à 14 h. Donc on se donne, allez, encore 1 minute pour les derniers, et puis ensuite après on démarre. Alors si vous pouvez couper vos micros. Alors bon, bah, du coup, je commence. On va commencer par une toute petite remise en contexte très rapide. Bonjour à Jean-Claude, qui du coup me permet de directement aller sur la partie pratique. Si vous pouvez couper vos micros pendant le webinaire, ça sera agréable pour tout le monde puisqu'il n'y aura pas de bruit parasite. Et puis, si vous avez des questions, il faudra les renseigner dans le chat. Donc, on laissera Ludovic dérouler sa présentation. Et puis ensuite, après, on prendra un temps à la fin du webinaire de 20 minutes pour répondre à toutes les questions. Donc, pour ne pas les oublier, quand vous avez quelque chose qui vous vient, vous écrivez dans le chat. Et puis ensuite, après, on les reprendra toutes au fur et à mesure. Donc voilà, bienvenue à tous. Je suis très content que vous soyez là pour ce webinaire technique dans le cadre du MOOC Reno CoPro. Donc ce MOOC sur la rénovation des copros qui a commencé déjà depuis 3 semaines. Donc là, tous les contenus sont ouverts et durant ce MOOC, on fait des temps en présentiel, on va dire, enfin pas présentiel, mais en synchrone, où on peut se voir, qui donne un petit peu plus de dynamisme à la formation. Et donc, on est au 2e webinaire, celui sur la ventilation en copro, donc avec toutes les spécificités de comment réussir à installer un système de ventilation dans une copro qui, à la base, a été construite sans avoir anticipé ce gros changement. Donc, c'est donc Ludovic Talus qui est ici présent de Régime Plénitude, qui est un bureau d'études qui traite, qui réalise beaucoup d'études sur ces thématiques-là, qui vous fait le webinaire. Et si pour
pour information, donc il y aura un webinaire sur plutôt un webinaire sur la posture, donc la communication et l'accompagnement dans le projet. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, donc là, on est en train de changer un peu le programme. Ça sera peut-être plutôt quelque chose sur les chaudières gaz plutôt que sur le confort d'été. On est encore en train de finaliser l'organisation de ce dernier webinaire. Donc, en tout cas, vous serez informés. Donc, si vous êtes présent sur le MOOC, vous saurez. Et après ça, on ne va pas s'étendre trop là-dessus, mais tout ça pour vous dire que tous les éléments de contenu sont ouverts. Vous pouvez aller picorer ou faire l'ensemble du programme. En tout cas, c'est ouvert et c'est à vous de jouer, quoi. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc je laisse tout de suite la parole à Ludovic pour que tu puisses nous expliquer comment on réussit à faire une rénovation de ventilation dans un appartement en copropriété. Ok, merci. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Ouais, je confirme qu'on le voit bien. C'est tout bon. Ok. Donc bonjour à tous. Ludovic Talus, directeur développement du groupe Plénitude, cabinet de maîtrise d'œuvre et puis ingénierie au sens large, puisque vous voyez bien le bon écran, hein, parce que moi j'en ai deux, Oui. donc oui, c'est bien. Ouais. Du coup, on est en effet maître d'œuvre tout corps d'État, ça c'est notre entité Plénitude, dans le secteur de la rénovation et réhabilitation depuis toujours, hein, on fait pas de neuf. On a un bureau d'études thermiques et fluides qui s'appelle PGIM. Je vous parle aujourd'hui de la ventilation parce que j'ai eu la responsabilité de ce bureau d'études pendant à peu près 10 ans. Nous sommes également bureau d'études structure, PEXIN, et puis notre dernière entité qui est Priosur, qui est la coordination SPS sur nos chantiers. Donc voilà, on a un petit peu toute l'ingénierie du bâtiment en rénovation, notamment pour les copropriétés, puisque c'est 80% de notre secteur d'activité, pour la rénovation énergétique. Et donc la ventilation, puisque dès lors que nous engageons l'isolation thermique par l'extérieur notamment, on ventile mécaniquement les copropriétés. Et ça, c'est automatique. Le sommaire de ce webinaire, ça va tourner autour de quelques généralités. Je ne vais pas m'attarder trop forcément sur les aspects réglementaires, mais ce que je veux vraiment passer comme message aujourd'hui, c'est bien comprendre comment fonctionne une ventilation naturelle, parce que ça, c'est hyper important pour tout le reste, je dirais. On a plusieurs typologies de ventilation naturelle en copropriété. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne cette ventilation en base. Et après, on verra les systèmes qui sont possibles de mettre en place, hybrides, basse pression, statomécanique, etc., avec des cas concrets et une petite partie de dimensionnement qui sera plutôt légère. Mais globalement, c'est ça, bien identifier, bien diagnostiquer, je dirais, un immeuble en copropriété pour pouvoir faire les bonnes préconisations. Avant de démarrer, quelques généralités, notamment le CO2. Alors, j'aime toujours bien commencer par cette petite slide parce qu'on a besoin de 3 litres d'eau, 2-3 litres d'eau par jour pour l'être humain. On respire jusqu'à 12 millilitres d'air par jour, c'est énorme. On aurait très peur, je dirais, de boire quelques millilitres d'eau croupie. Par contre, ça ne nous embête pas de respirer des fois plusieurs millilitres d'air vicié. Parce qu'on a une ventilation défaillante ou pas du tout de ventilation. Donc, c'est une odeur incolore, mais pourtant c'est le quotidien de bon nombre de logements ou d'immeubles. Une petite étude intéressante, c'est l'étude d'Harvard qu'ont publié cette étude, simplement l'impact du CO2 sur le fonctionnement du cerveau et en fonction des concentrations de CO2. Donc là, on balaye plusieurs points, c'est-à-dire une activité basique, de l'orientation, de la prise d'initiative, de l'orientation, de la stratégie, etc. Et on voit comment évolue notre cerveau en fonction de la concentration de ppm dans une pièce ou voilà. Notre cerveau, donc c'est les petits points blancs, et réagit plutôt bien entre les 70 et 95% de réactivité. On augmente cette concentration de CO2, ben on voit tout de suite en bleu qu'on a un petit coup en dessous. Et puis là, on vient
exploser le taux de ppm par exemple, dans une pièce, et on voit tout de suite que notre cerveau a vraiment du mal à intégrer ça, à prendre des décisions, on le voit, des décisions stratégiques, etc. On a un vrai dysfonctionnement, je dirais, à notre niveau. Pour illustrer ça, on a tous vécu la réunion dans une salle où on est quelques-uns autour de la table. Et puis au bout de 2 heures, on commence à avoir les têtes qui tombent, les yeux qui se ferment, les niveaux de concentration qui sont relativement bas. Et ben, c'est aussi ça, le CO2 et peut-être une pièce mal ventilée, ou en tout cas un besoin de mieux renouveler l'air. Qu'est-ce que nous dit un peu les normes européennes par rapport à tout ça? Bah oui, une qualité d'air excellente, c'est inférieur à 400 ppm, mais on va aussi sur des faibles qualités d'air avec supérieur à 1000 ppm. Après, on a aussi, nous en France, pas trop de réglementation autour de ça parce qu'on ne le mesure pas trop, mais on nous explique qu'entre 1000 et 1500 ppm, que ce soit en scolaire, en résidentiel ou en bureau, c'est plutôt acceptable. Pour avoir fait des petits tests dans des écoles notamment. Alors, ça change un petit peu avec l'arrivée du Covid. On a commencé à mesurer des choses, mais avant, ce n'était pas le cas. Et atteindre 2000, 3000, 4000 ppm dans des salles de classe, bah, c'est possible. Et donc, on peut vraiment se dire que le niveau de concentration de nos enfants dans certaines classes ou sur des durées très longues, dans des pièces non ventilées ou très peu ventilées, ça a un vrai impact sur leur capacité à intégrer toutes les données qu'on leur donne. Donc, soyons vigilants aussi à ça. On n'en entend pas beaucoup parler, mais je trouve que c'est hyper important. Autre point de généralité, c'est la partie condensation. Bon, tout le monde sait ce que c'est une condensation. On a tous fait cuire des pâtes à côté d'un petit bout de carrelage où on a vu perler de l'eau. Voilà, on a un élément gazeux qui vient sur une paroi froide, ou en tout cas, on a cette création de gouttelettes. C'est ce qu'on appelle le point de rosée. On va le voir en copropriété souvent dans des angles de murs, etc., dans les pièces d'eau souvent, donc des pièces humides, type salle de bain, où on va avoir dans les angles, parce que c'est des points faibles, c'est là où on a souvent les ponts thermiques, des petits points de moisissure. Donc, les photos que je vous fais voir en dessous, ces points noirs, c'est pas parce qu'il y a un pont thermique, c'est parce qu'il y a une mauvaise ventilation. Des problèmes de moisissure liés à des ponts thermiques, ça existe que très très peu. J'en ai vu une fois, c'était lié à un défaut de conception du bâtiment, mais c'est très très rare. Dès lors qu'on a de la moisissure, on a toujours ou quasiment toujours un défaut de ventilation. Et ça, parce que souvent on veut traiter, il faut isoler par l'extérieur, il faut faire des travaux de rénovation, il faut isoler pour ne pas avoir ce type de problématique. C'est faux, il faut ventiler pour ne plus avoir ce type de problématique. Donc, ça, on le retrouve dans bon nombre de copropriétés, puisque ventilation naturelle, des grilles qui sont bouchées, bon, on le voit bien sur la photo de gauche, hein, une grille haute dans une pièce humide qui vient d'être occultée. Ben, voilà, on n'a plus d'extraction, on n'a pas la grille haute et la grille d'extraction, donc on n'a plus de renouvellement d'air dans cette pièce. Parce que si on ne sort pas l'air, elle ne rentre pas, naturellement. Le principe de fonctionnement de la ventilation, c'est tout bête, mais quand on a compris ça, on a à peu près tout compris. C'est-à-dire qu'on vient extraire dans les pièces humides une cuisine, un WC, une salle de bain. Ce sont des pièces humides, des pièces polluées, des pièces qu'on extrait. Et dans les autres pièces, qui sont des chambres, séjours, salle à manger, sont des pièces d'entrée d'air. Et grâce à ça, on a un vrai balayage des volumes vers les pièces humides. On fait rentrer l'air dans les pièces sèches et on extrait dans les pièces humides. Si on respecte toujours ce fonctionnement-là, on n'a aucun problème. Mais il faut respecter ce fonctionnement-là. Et c'est toujours le même. Alors, on peut avoir des pièces type buanderie, on peut avoir des pièces d'extraction type buanderie qui existent, pas de souci. Mais il faut qu'on ait un balayage. Donc, une chambre qui n'aurait pas d'entrée d'air, par exemple, ah oui, c'est la chambre d'amis, il n'y a pas d'entrée d'air, on fait sécher du linge tout le temps dans cette pièce-là et c'est moisi. Bah oui, on a monté les taux d'humidité et on n'a pas de renouvellement d'air dans cette pièce parce que ce n'est pas parce qu'on extrait
dans des pièces où on a des entrées d'air ailleurs qu'on a l'air qui vient dans la pièce où il n'y a pas d'entrée d'air. L'air, c'est comme tous les fluides, ça va au plus simple. Donc, s'il n'y a pas d'entrée d'air, ben, cette pièce ne sera pas ventilée ou pas, il n'y aura pas un renouvellement d'air cohérent. Pensons également au détalonnage des portes. On le voit en copropriété, on prévoit à chaque fois les détalonnages de portes. Alors, ce n'est pas évident, ce n'est pas une partie de plaisir non plus, d'étalonner les portes des logements en copropriété. Il faut être vigilant, mais globalement, c'est important parce qu'on a superposé le carrelage, le parquet, etc. On n'a pas de passage d'air sous les pièces, sous la salle de bain, le WC, etc. Donc, la circulation d'air n'est pas très bonne, n'est pas optimale. Donc, quand on le peut, c'est bien de détalonner les portes. Et puis, pour vous donner quelques règles d'usage, dans un appartement, 40% d'humidité relative et un taux de renouvellement d'air entre 0,4 et 0,6 volumeur est très bien. Ça veut dire qu'on va renouveler l'ensemble du volume de l'air de l'appartement. Enfin, on va renouveler 40 à 60% du volume total de l'appartement toutes les heures. Ça peut paraître important, mais c'est les règles d'usage, je dirais, dès lors qu'on vient mécaniser une extraction. On peut difficilement mesurer avec une ventilation naturelle. Vous comprenez, la ventilation naturelle, on peut la mesurer éventuellement, mais elle est fluctuante et varie en fonction de plein de paramètres, la météo extérieure, les vents dominants, etc., etc. Un point important, je pense, c'est le seul document, l'arrêté du 24 mars 82, qui nous donne toutes les règles de principe de ventilation, les débits minimaux en fonction des typologies, etc. etc. C'est le document qui n'a pas ou peu évolué depuis 82, mais qui nous donne toutes les règles qui vont bien. Et un principe de base qui est de dire que la ventilation en logement, elle sera générale dans toutes les pièces, mais surtout permanente. Contrairement à des bâtiments de bureaux, par exemple, où on peut couper la ventilation la nuit ou quand on n'a pas une occupation. En logement, il est strictement interdit de couper la ventilation. On peut la réduire, on peut avoir des bouches sur détection de présence, etc., mais il n'y a jamais zéro débit. Il y a toujours un débit minimum, qui sont d'ailleurs dans l'arrêté, par exemple. Et ça, les bouches le prévoient. On n'a jamais une occultation totale des débits d'extraction en logement, et c'est strictement interdit. Voilà pour le principe général. La ventilation naturelle, comme je vous le disais, son principe, c'est un tirage naturel. Donc, on a plusieurs typologies et on va avoir plusieurs facteurs qui permettent d'identifier un bon tirage ou un mauvais tirage. On va d'abord avoir le tirage thermique naturel, c'est-à-dire plus la température, plus le delta de température est important entre l'extérieur et l'intérieur du logement, plus on a un tirage naturel important. Donc, ça veut dire qu'on a un très bon, normalement, renouvellement d'air l'hiver, puisque les deltas de température sont importants. On peut se dire qu'en mi-saison, on va avoir des débits qui vont être relativement faibles et un faible renouvellement d'air en mi-saison en naturel. Après, on a l'effet du vent. Un vent dominant sur un bâtiment type tour, par exemple, va avoir beaucoup d'impact. Une façade qui est soumise à des vents va créer des dépressions sur d'autres façades, etc. Donc, on peut avoir des mouvements d'air, en tout cas au niveau de la copropriété, du bâtiment en général, qui modifient le renouvellement d'air naturel, que celui-ci n'est pas conditionné. Donc, forcément, il est très agile comme renouvellement d'air. Voilà ce qu'on va trouver en copropriété, des grilles basses, des grilles hautes, qu'on va retrouver dans les pièces humides. Donc, on a souvent ce cas-là où on a une grille en partie basse qui fait rentrer l'air neuf et une grille en partie haute qui extrait. Et ça, dans chaque pièce humide, WC, salle de bain et cuisine. Donc, ça, c'est en théorie. Après, on se retrouve dans des copropriétés où, bah oui, le petit meuble de la cuisine vient occulter la moitié de la grille. On a enlevé la grille parce qu'on a fait du carrelage. Alors là, on le voit, ils ont plutôt bien fait puisqu'ils ont rajouté une grille à chaque fois sur le carrelage, mais des fois, on vient carreler dessus. Donc, on ne voit plus rien, il n'y a plus d'extraction, il n'y a plus d'amener d'air neuf. Et puis, attention, on voit aussi ce type de choses. Vous voyez ma souris à chaque fois?
Ouais. Oui. OK. Voilà, une petite ventilation mécanisée individuelle. Donc là, le copropriétaire a amené l'électricité, on voit le bout de boulotte, et a mis un petit extracteur mécanisé qui va pousser bien évidemment dans le conduit maçonné de la copropriété. Donc là, c'est strictement interdit. On n'a pas le droit de pousser de l'air vicié mécaniquement dans un conduit maçonné de ventilation en copropriété. Parce que là, on peut être sûr que l'air vicié va directement chez le voisin. Quand on vient perturber complètement les pressions dans ce conduit-là, puisque avec ce type d'extracteur, on va pousser sur des hautes pressions, alors que la ventilation naturelle est plutôt sur de la basse pression. Bref, on vient mélanger tout ça, et forcément, il suffit qu'il y ait un appel d'air sur un appartement du dessus, du dessous, on va avoir l'air vicié qui va s'engouffrer là-bas dedans, comme on peut avoir aussi souvent les hottes qui sont branchées sur ces conduits-là. Donc là, strictement interdit. En plus, on envoie des graisses dans ces conduits en termes de feu, etc. C'est quand même pas l'idéal. Donc, soyez vigilants. Quand on voit ça en copropriété, on a en tout cas dans ton bureau d'études le devoir de dire au syndic, mais aussi au propriétaire ou à l'occupant, que c'est interdit et que c'est même dangereux quand on pense surtout aux hottes. Et il y en a beaucoup. 3 typologies de conduits aujourd'hui qu'on retrouve très régulièrement. Le conduit unique, c'est-à-dire la gaine maçonnée on va dire traditionnelle, des boisseaux qui vont s'empiler. Donc là, ce n'est pas l'idéal, on va dire. On peut avoir entre 2 appartements, suivant si on est en dépression, en surpression, suivant ce qui se passe dans l'appartement, des va-et-vient d'air entre les logements. Après, on a beaucoup de copropriétés qui sont sur des conduits shunt. Les conduits shunt, vous avez sûrement tous vu sur les toits des immeubles. C'est ces colonnes avec ces stries en partie haute, où dedans on retrouve alors, un conduit principal qui est ici, et puis pour chaque appartement, comme une voie d'insertion d'autoroute. C'est un petit peu ça qui vient chercher à l'autoroute principale. Là, cette vision-là, par exemple, on l'aurait sur une toiture terrasse à ce niveau-là. On aurait la voie d'insertion plus le conduit principal qui arrive en partie haute. Donc là, ça commence à être beaucoup mieux en termes de conduit, puisque l'air va avoir beaucoup plus de mal à ressortir d'ici pour venir chercher peut-être le logement du dessous ou du dessus. Beaucoup de pertes de charge, il y a des coudes, etc. de partout. L'air allant au plus simple, on a beaucoup moins de transition entre les logements. Donc, on retrouve beaucoup de ces conduits shunt en copropriété. Là aussi, là c'est simple, il y a une belle continuité, etc. On tombe sur des copropriétés où il n'y a plus de continuité de conduit. Donc là, le copropriétaire lambda qui a cassé le conduit de la cuisine pour pouvoir mettre sa cuisine incorporée, et donc les 2-3 logements du dessous n'ont plus de conduit. Donc là aussi, attention dans les relevés qu'on fait chez les copropriétaires et les occupants, il faut être très vigilant à cette bonne continuité des conduits, quitte à faire des passages caméra pour bien vérifier, parce que si toutefois on a une discontinuité de ces conduits, on peut bien y mettre les meilleurs extracteurs du monde ou faire le job correctement en fin de parcours, les logements du dessous n'auront pas accès à la ventilation. Donc là, on est en défaut de conseil et en tout cas, on n'aura pas ventilé tous les logements. Dernier type de conduit, c'est les conduits individuels, donc qui viennent, on est sûr de ne pas avoir de transition entre les logements. Des fois, on a même des raccordements de petites chaudières, des choses comme ça, c'est des conduits individuels. On les retrouve sur des conduits plutôt longs, avec des sorties pour chaque copro, individuel. Ce qui ne nous empêchera pas de créer une ventilation mécanique derrière. À chaque fois, tout est envisageable. Je reprends un petit peu le conduit shunt. Là, on voit très bien comment c'est fichu avec l'extraction et puis nos voies d'insertion sur cette colonne principale d'extraction. On retrouve la photo qui montre bien ça. On trouve également en sous-sol des trappes d'accès pour ces conduits.
Ce n'est pas toujours le cas, mais qui permettent déjà d'avoir quasiment une certitude qu'on ait une continuité de conduit, puisque s'il y en a un qui le casse, souvent, on va ouvrir la trappe et puis on va avoir quelques gravats sur la tête, parce que forcément, s'il a été cassé, on va vite s'en apercevoir. Mais également, alors, c'est plus rare parce qu'on ne parle pas forcément de ramonage, mais on peut aussi faire des nettoyages de conduits par l'intermédiaire de ces trappes-là. Là, j'ai mis un petit exemple de façade où on voit un peu tous les patchwork qu'on peut avoir sur une façade en ventilation. Typiquement, là, une ventilation en basse de la pièce, on a sûrement une grille haute à l'intérieur. Ici, on a des pièces type un peu loggia, où on a une entrée basse, une entrée haute, plus une fermeture qui a été faite, je pense, après coup. On voit des coulissants, alors qu'on est plutôt en battant de partout. C'est des pièces qui ont été fermées après coup, ventilées quand même, donc c'est bien. Et voilà, on va avoir typiquement des différences aussi avec des pièces ventilées toutes seules avec une entrée d'air basse, une extraction haute, et puis d'autres pièces où on va avoir des entrées d'air en façade, des entrées d'air de conduit, des extractions en partie haute de conduit, en façade. Bref, on peut avoir un petit peu de tout. Donc, quand on va rénover, on va devoir occulter certains trous. Donc, c'est bien quand c'est jumelé d'isolation thermique par l'extérieur parce qu'on va refaire la façade, on va repasser de l'isolant, donc on peut boucher en plus avec de l'isolant tous ces trous-là, donc ça a du sens, et recréer donc une ventilation traditionnelle avec des entrées d'air sur les fenêtres et des extractions dans les pièces humides. Et voilà, on peut trouver plein de choses différentes. Et en plus, dans chaque logement, on a la particularité que chacun ait modifié aussi tout ça, sans forcément bien comprendre comment ça fonctionnait. Donc là aussi, on tombe un peu sur tout. Donc, l'important en copropriété, en rénovation et sur le poste ventilation, c'est la visite des logements. Si on fait trop d'impasse sur la visite des logements, on va forcément se tromper ou pas faire du bon job. Quelles sont les premières solutions qu'on peut apporter à cette ventilation naturelle? C'est l'intégration d'une ventilation qu'on appelle hybride. Elle porte bien son nom. On vient décoiffer un petit peu nos colonnes, on vient mettre à la place des différentes stries ce type de moteur. Il est hybride, pourquoi? Parce qu'il fonctionne soit mécanisé, soit de façon naturelle. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que via cette petite box, donc là, bon, c'est le fournisseur VTI qui fait ça, via cette petite box, on va mesurer via un anémomètre le vent, parce que c'est, comme je vous l'ai expliqué, un facteur important de la ventilation naturelle. Et on va aussi voir s'il y a une ventilation naturelle ou des forces motrices suffisantes, on va rester en naturel. Et si justement la pression est insuffisante dans la colonne, on va pouvoir actionner le moteur. Donc tout ça se fait automatiquement. On intègre des bouches d'extraction dans les logements, donc là, c'est plutôt WC salle de bain. Ça, c'est cuisine, donc c'est pas très beau, mais on leur demande depuis des années d'être un peu meilleurs sur l'esthétique, parce que alors, dans certains immeubles, c'est, on va dire, pas très gênant. Dans d'autres, on va rénover certains beaux immeubles dans Annecy, en face du parc de la Tête d'Or à Lyon, des choses comme ça. Quand on vient mettre ce genre de bouche dans des très beaux appartements, c'est quand même pas extraordinaire. On retrouve des petites plaques de protection à l'arrière, on retrouve un peu les formes des ventilations naturelles, ça permet d'occulter, d'étancher un petit peu l'extraction, et puis derrière, on a cette bouche qui vient extraire. Des entrées d'air sur les menuiseries, dans les pièces sèches, et puis on a ce qu'on appelle aussi des soffites qui permettent de raccorder certaines pièces qui seraient dépourvues de conduit. Donc un WC qui n'a pas de conduit, ça arrive, on vient peut-être aller se piquer dans la salle de bain et jusqu'au WC, on vient mettre ce type de gaine PVC. Là encore, c'est peut-être plus esthétique, mais ça permet, c'est des petites longueurs, souvent 1 mètre, 1,50 m, pour aller raccorder une pièce qu'on peut après habiller en placo, etc. On peut faire un embellissement, mais au départ, c'est quand même pas génial. Mais on n'a pas beaucoup de solutions réglementaires et conformes aux avis techniques pour accorder ces pièces-là.
Attention, ce système ne prévoit pas de tolérance au gaz. C'est-à-dire si on a une chaudière gaz ou des chauffe-bains gaz, par exemple, ce n'est pas compatible dans l'extraction. C'est-à-dire que le moteur, le matériel ne peut pas accepter de fumer. Donc, attention, vous verrez, il y a des solutions pour ça, mais cette solution hybride n'est pas acceptée lorsqu'il y a du gaz. En pratique, vous l'avez compris, on vient enlever les petites coiffes de ces conduits. Et après, on a deux possibilités. Soit une pose directe dessus, soit on peut mettre une pièce intermédiaire pour retrouver les bons diamètres et avoir une extraction, le moteur qu'on pose directement. On voit les deux exemples avec une pièce rapportée et puis là, directement posée sur le conduit. Donc, quand on a une toiture traditionnelle et qu'on a ce type de conduit, on vient installer soit ce type d'extraction, soit vous verrez après, on a aussi la capacité de mettre dans les combles des extracteurs aussi. Bon, c'est une autre technologie, mais globalement, c'est possible. Il faut que les combles, bien sûr, soient disponibles. Là, ce n'était pas le cas, tout était habité, donc on est passé sur ce type de technologie. On voit un peu les résultats. On en voit souvent maintenant sur les résidences type copropriété, ce type d'extraction en toiture. Un exemple concret, ça c'est une résidence qui était aux portes de Lyon, à Bron, résidence Les Deux Fermes. Donc au niveau du premier plan, on s'aperçoit qu'on a une pièce d'extraction qui est la cuisine et on a un joli conduit shunt à disposition. Sur les plans, c'est super, ça va être facile. En réalité, on a aussi quelques logements où on a des passages de réseau gaz qu'il va falloir dévoyer. Donc, intervention plombier, etc. pour dévoyer, parce que là, on ne peut pas poser notre bouche comme on le souhaite sur ce type de conduit, parce qu'on a ces réseaux qui nous gênent. Salle de bain, pareil, on a un joli conduit shunt en fond de salle de bain. On voit la grille sous la baignoire, donc pas de souci. On a une extraction de partie haute. Et puis, on arrive sur le WC, où là, on n'a pas de conduit shunt. Ici, là, c'est l'évacuation des eaux usées. Donc, là, il va falloir qu'on aille chercher via un soffit un conduit shunt. Du coup, la première solution, c'est de se dire on a ici un passage de cloison et on va passer au-dessus de la porte de la cuisine via un soffit comme celui-ci pour aller se raccorder sur le conduit shunt de la cuisine. Là, pas de souci, je dirais, on est allé chercher le conduit le plus près. On est conforme à la réglementation puisqu'on va avoir vraiment une ventilation générale. On n'a pas oublié le WC. Et on est surtout sous avis technique. Le produit est sous avis technique parce que la réglementation nous dit aussi que si on a une fenêtre qui donne sur l'extérieur, on pourrait s'en servir comme ventilation. Bon, en tout cas, on ne sera pas sous avis technique, donc c'est compliqué. À chaque fois, on a des dispositifs d'aide aussi pour financer les rénovations énergétiques des copropriétés. Il faut qu'on soit sous avis technique. Donc, il faut qu'on ait cette ventilation générale et permanente de partout. L'inconvénient, c'est qu'on commence à faire des percements, carottage de cloisons. On a la notion d'esthétique, on avait parlé de la soffite, et donc les notions de travaux en partie privatives. Donc, quand on a une résidence de 200 logements et qu'il faut faire ça dans 200 logements, ou quasi, il faut avoir les entreprises qui vont bien et qui ont l'habitude de travailler en copropriété, en milieu occupé, parce que c'est un job pas évident. On peut avoir des meubles toute hauteur aussi qui nous gênent. Enfin, voilà. Après, on avait d'autres possibilités aussi. On aurait pu se dire, est-ce qu'on n'a pas la capacité à aller chercher un autre conduit? Alors oui, on met des soffites pour aller chercher l'autre conduit un peu plus loin. Bon, voilà, c'est juste inacceptable en termes d'esthétique et en termes de budget parce que les soffites coûtent plusieurs centaines d'euros du mètre linéaire, donc les budgets explosent. Et après, on a aussi une autre possibilité de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer un nouveau conduit? Et alors là, ce n'est pas l'idéal dans ce dossier-là parce qu'on a deux gros murs
à traverser, donc pas facile, voire même très compliqué. Mais dans certains cas, si on avait eu le WC ici, par exemple, on aurait très bien pu se dire on fait un percement sur l'extérieur pour créer une gaine en façade et retourner sur le toit pour l'extraction. Donc, on l'a fait sur une copropriété, enfin, sur plusieurs copropriétés, mais là, c'est l'exemple d'une copro sur Annecy. Voilà le type de gaine qu'on a dimensionné, donc très large, plutôt plate, parce qu'on l'avait fait pas plus de 12 cm d'épaisseur, parce qu'on venait mettre un complexe d'isolant de 18 en façade. Donc, pour la noyer totalement dans l'isolant, parce que vous le voyez, c'est la paroi très fine, donc non isolée. Donc, pour éviter les risques de condensation également à l'intérieur, il faut qu'on soit isolé autour. Et donc, on est venu mettre sur le pignon toute une rangée de gaines comme ça pour pouvoir raccorder tous les WC et créer un extracteur en toiture, toujours en ventilation hybride, même technologie, je dirais, pour qu'on soit cohérent sur les pressions aussi, on est en basse pression, et pouvoir extraire tous les WC de ce pignon-là. Là, dans ce cadre-là, on avait un bâtiment avec ce petit bout de toit qui avançait. On devait au départ percer au milieu, réétancher sur le dessus. Bon, en cours de chantier, on s'est dit qu'on allait faire encore un point singulier d'étanchéité. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Les copropriétaires étaient plutôt enclins à ce qu'on dévoie, je dirais, le conduit. Donc, on le fasse passer à côté. Donc là, on a dû créer une petite pièce un peu sur mesure parce que ici, on est englobé dans l'isolant. Donc, pas de souci. Sauf qu'après, on a créé un coude et après, on est sans isolant. Donc, il fallait créer une gaine qui était en double paroi isolée par l'intérieur ici. Et puis, on avait notre gaine simple ici avec une pièce d'adaptation. Donc, bon, le bureau de contrôle a validé tout ça. Et on a dévoyé comme ça notre ventilation pour pouvoir s'éviter, je dirais, un point singulier dans la toiture et une reprise d'étanchéité également. Autre exemple, ça c'est des biologies, c'est à Chambéry, une copropriété où on a toutes les extractions gain shunt au milieu de l'appartement. Donc le WC à proximité, la cuisine, et puis ici on a la salle de bain. On a dû définir deux cheminements parce qu'il fallait absolument qu'on raccorde la salle de bain à ces gain shunt. Deux cheminements avec deux contraintes. Le premier, alors pourquoi on a fait ce petit serpentin? Parce que ici, on avait des ballons d'eau chaude qui allaient jusqu'au plafond et qui nous embêtaient. Donc, c'était un peu l'emplacement privilégié des ballons d'eau chaude. Et puis, l'autre contrainte, c'est que quand on voulait aller tout droit, on avait ici, et encore pourquoi, les tableaux électriques dans les WC en partie haute. Donc, il fallait bouger le tableau électrique pour pouvoir passer. Sinon, après, on avait d'autres solutions. Il fallait faire tout le tour du WC pour aller. Mais bon, vu le prix des gaines, etc. Donc, c'était pas simple. Là encore, si on ne visite pas 80% des logements, on ne s'en sort pas trop parce qu'il va falloir trouver la bonne solution à chaque fois. Et puis, comme je le mets après, on a les petits bonus qui viennent se greffer, c'est-à-dire qu'ici, on arrive dans un appartement où on a un meuble cuisine toute hauteur, donc cuisine intégrée. Dans un autre, on a encore tous les réseaux de gaz qui circulent en partie haute. Donc, à chaque fois, on n'est pas à la carte, mais on est sur un principe de vigilance parce que le ventileux qui vient faire les travaux, il n'a pas les accréditations pour dévoyer un réseau de gaz où on touche surtout pas au meuble de cuisine parce que forcément, si on démonte et qu'il y a un souci, ça va être compliqué. Donc voilà, il faut trouver à chaque fois la bonne solution et le bon équilibre pour qu'on ait les cheminements les plus cohérents, que les copropriétaires le comprennent. Mais ça veut dire aussi que la rédaction du cahier des charges pour consulter des entreprises, on peut avoir quelques variantes. C'est bien de faire un tour avec l'entreprise aussi sur place pour qu'elle se rende compte un peu du job et que oui, l'appartement qui devait faire en 2 heures normalement pour l'instrumenter, il y en a certains, ils vont peut-être y passer une demi-journée ou un petit peu plus.
Au niveau du dimensionnement, ces technologies hybrides, c'est pas très compliqué. Dès lors qu'on a les typologies d'appartements, T2, T3, T4, etc., on va pouvoir cumuler les débits nécessaires pour chaque colonne. Ce qu'il faut bien vérifier, c'est que les empilements sont bons et puis qu'on a bien toutes les pièces humides alignées, etc. Et après, on vient cumuler les débits d'extraction en mètres cubeurs par colonne et on vient choisir sa tourelle qui va bien en fonction des débits. On voit les pressions, hein, on travaille à très faible pression, pardon. 18 à 20 pascal, 17 à 20 pascal, on est sur 200 pascal sur une VMC traditionnelle, donc on travaille vraiment en basse pression. Donc, pas très compliqué dans le dimensionnement. Le job qui est difficile, c'est de bien identifier les logements, les empilements. Est-ce qu'on n'a pas une salle de bain ou une cuisine qui a basculé dans la chambre par des travaux annexes, etc. C'est surtout ça les points de vigilance. La basse pression, c'est un petit peu le même principe. On est toujours pareil avec un extracteur cette fois, mais qui est en continu. On n'a plus cette alternance hybride de naturel ou mécanique. Il faut que j'accélère un petit peu, je vois l'heure. Donc, ça, c'est plus facile de le positionner, par exemple, sur une toiture terrasse avec des réseaux aéroliques traditionnels. On a le même principe, hein, entrée d'air traditionnelle. Là, par contre, on a des bouches qui sont totalement comme de la VMC traditionnelle, donc c'est un peu plus sympa. Et pas de gaz dans ce type d'extracteur non plus. En pratique, ben voilà, il peut être utilisé en comble. Donc, on vient faire un piquage dans un conduit directement en comble avec un réseau de gaines, donc complètement invisible dans des combles perdus. On peut venir en recouvrement comme ça sur les gaines pour pouvoir redescendre un réseau. Ou là, comme là, on l'a fait, là, c'était vers le parc de la Tête d'Or. On avait des grands conduits. Si on mettait en plus des tourelles au-dessus, on voyait nos tourelles de tout Lyon. Donc, ce n'était pas forcément l'idéal. Donc, on est venu faire des piquages comme ça avec un réseau. Et du coup, ça ne se voit quasiment pas. Donc, on peut venir en recouvrement ou en piquage des plénums et avec un extracteur en basse pression. Pour le dimensionnement, même chose, hein. On vérifie les empilements, on regarde. On voit que là, par contre, on a des débits qui sont beaucoup plus forts. On peut monter jusqu'à 4500 mètres cubeurs. Tout à l'heure, on s'arrêtait à 1000 et quelques. Ça veut dire qu'on peut raccorder beaucoup plus de logements sur le même extracteur. Ça fait des économies aussi pour les copropriétaires. Donc, dès lors qu'on peut mettre des ventilations basse pression comme ça en caisson, c'est beaucoup plus avantageux financièrement pour les copropriétaires que d'avoir des tourelles sur chaque conduit. Le gaz, je vais passer vite. En fait, on a la même technologie que l'hybride, si ce n'est que dès lors qu'on a des chaudières gaz ou des chaudes d'un gaz, on va pouvoir venir regrouper les extractions de fumée. Là, on avait une pièce qui regroupait 2 ou 3 sorties pour extraire. Et là, on a des tourelles qui acceptent bien sûr les fumées et les gaz. Et puis, on vient occulter, bien sûr, toutes les sorties, puisqu'on a maintenant une extraction mécanique. Avant, forcément, quand on a du gaz dans un appartement, il faut qu'on ait cette ventilation naturelle pour la sécurité et pour le gaz. Donc voilà, c'est la même technologie, sauf qu'elle accepte les gaz brûlés. Un exemple intéressant, ça aussi, c'est à Chambéry. On avait ici un conduit unique quasiment pour l'appartement. On avait un autre dans la chambre. Et puis là, dans cette copropriété-là, on avait ici dans les cuisines des petites chaudières individuelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on a du gaz dans l'appartement et que le conduit est utilisé pour l'extraction du gaz, il est strictement interdit d'y mettre du sanitaire. Donc le WC et la salle de bain ne peuvent pas être extraits par ce conduction parce qu'on a du gaz de l'autre côté et des gaz brûlés, des fumées. Donc il fallait qu'on aille chercher le conduit de la chambre. Sauf qu'on avait des entrées déjà avec des faux plafonds rabaissés, etc. Ce n'était pas évident. Dans des appartements, les petites chaudières qui étaient ici avaient basculé des fois dans le WC. On avait aussi dans les appartements des chaudières qui avaient basculé dans cette petite loggia. Certains qui avaient remplacé, qui avaient mis des impostes pour pouvoir mettre des chaudières à condensation aussi sur l'extérieur. Donc on avait de tout. On a eu même tout en haut, au dernier étage ici, un monsieur qui avait mis un poêle à bois. Bref, on s'est battu quelques années en conception sur cet immeuble. On n'a jamais réussi à mettre tout le monde d'accord. Et pour ventiler mécaniquement cette copropriété, c'était tout le monde avait quelque chose de différent.
Et mes entreprises, on a eu du mal à en faire venir. Donc, on a eu des vrais sujets et c'est hyper compliqué quand on a des dispositions et des technologies différentes dans chaque appartement. Voilà, c'était un petit point de vigilance par rapport à ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors qu'une chaudière extrait ses fumées dans un conduit de ventilation type shunt, il est strictement interdit de mettre le sanitaire, WC et salle de bain en même temps, dans le même conduit. Dernier petit point, on n'y pense pas toujours, c'est la version de tirage avec les cheminées dans les appartements. Là, on a un appartement typiquement qui pourrait être rénové, puis au milieu, on met un petit poêle, le petit poêle de la grand-mère, tout sympa, qu'on a mis au milieu, qui amène du cachet, etc. Sauf qu'il n'est pas du tout étanche. Mais on a rénové tout l'appartement, on est en ventilation mécanique, et donc on met tout l'appartement en dépression. Bon, en hiver, on fait tourner le poêle, pas trop de soucis. Par contre, en été, on a un poêle qui est là, qui n'est pas du tout étanche, et on a un appartement qui est en dépression et qui aspire. On peut avoir ce qu'on appelle l'inversion de tirage du poêle, c'est-à-dire que l'extraction de la salle de bain, plus de la buanderie, plus de la cuisine et la dépression totale va finalement peut-être faire du tirage dans le poêle. Et on va prendre l'air de dehors qui va rentrer dans le conduit de cheminée et qui va rentrer dans l'appartement par l'inversion de tirage. Et là, du coup, on a un air qui est pollué, je dirais, par peut-être les suies, etc., qu'on a dans le conduit de cheminée. Donc, attention de jumeler VMC, poêle non étanche, on peut avoir ce genre de petites problématiques d'inversion de tirage. Donc après, forcément une petite pollution intérieure, donc une solution avec des poêles un peu plus étanches ou en tout cas un entretien peut-être un peu plus précis là-dessus est nécessaire. Les budgets pour clôturer, c'est toujours intéressant d'avoir cette vision-là. Bon, pour une maison individuelle, je l'ai laissé, mais la mise en place d'une VMC, c'est entre 1 000 et 1 500 euros en fonction des typologies et des percements réalisés. Bien sûr, si vous allez à Castorama, une VMC, ça coûte 300 euros avec toutes les bouches. Par contre, après, si on doit faire des percements entre le premier et le rez-de-chaussée, par exemple, si c'est une maison à étage, etc., et passer des gaines, là, c'est tout de suite un petit peu plus cher et on est plutôt dans ces schémas-là à 1 000 ou 1 500 euros pour poser une VMC en maison individuelle. En copro, la rénovation d'une VMC, donc si on est en ventilation mécanique, ce que je ne vous ai pas du tout présenté, la ventilation mécanique traditionnelle, on va dire, quand on la rénove, on est plutôt à 800 à 900 euros par appartement. J'aime bien donner ces budgets-là par appartement, toujours intéressant parce que ça nous permet d'avoir des budgets rapides sur un 50 logements, 60 logements. Voilà, quand on a ces gammes de prix en tête, on ne se trompe pas trop. Que ce soit l'hybride, la basse pression ou l'hybride gaz, un peu plus cher, mais la ventilation hybride ou la basse pression, voilà, entre 1 300 et 1 600 euros, je parle toujours hors taxe, par appartement en moyenne. On sait rénover une ventilation naturelle à mécanique hybride ou mécanique basse pression. Un peu plus cher quand il y a du gaz. Et puis attention à ces budgets-là. Si vous avez dans un appartement ou dans des appartements 5-6 mètres de soffit à mettre, des percements, etc., bien évidemment, les budgets explosent. Mais en moyenne, quand vous avez ça en tête, vous ne vous trompez pas trop sur les budgets de ventilation. Attention aussi à l'immeuble de 5 logements. Bien sûr que ça sera plus cher, mais quand on est dans une gamme de 30 à 60-70 logements, on va être dans ces prix-là. Voilà. Un peu. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, on a quelques questions sur le chat. Alors, déjà, la première question qui concerne directement, c'est savoir si Plénitude est présent sur toute la France. Non, pardon, en effet, je n'ai pas précisé. On intervient historiquement sur Lyon, c'est là où on a notre siège et notre agence lyonnaise, mais on a également tout l'arc alpin avec Annecy, Salanches depuis peu, puisqu'on intervient de plus en plus en montagne. Le parc montagne a besoin de rénovation. On est sur Chambéry et on est sur Grenoble, voilà, donc très rhône-alpin. Merci. Alors ensuite, il y avait une question sur la partie, quand vous parlez de gaz, c'est uniquement une chaudière eau chaude ou est-ce qu'une cuisinière seule est également à prendre en compte dans l'application de la réglementation?
Non, non, non. La cuisson gaz ne rentre pas du tout là-dedans. On est vraiment que sur de la combustion type chaudière ou chauffe-eau. Ou si, des fois, en copro, on peut avoir des radiateurs gaz. Oui, de moins en moins, mais heureusement. Ouais, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, mais on peut en avoir encore. Et là, du coup, on est dans la même considération qu'une chaudière ou une production de Oui. chaudière. Ensuite, il y avait une question sur, après une isolation thermique par l'extérieur, quel risque pour la ventilation hybride? Et la question est complétée avec, j'ai un moteur qui est devenu très bruyant et un autre dont la puissance a été augmentée. Alors, on met surtout de la ventilation hybride lors d'une rénovation énergétique. Après, c'est toujours difficile, c'est que quand on habite ces appartements-là, on a connu le pas de bruit. Et du coup, en effet, après, on connaît le bruit de la ventilation, en fait. Donc oui, ça perturbe certains, non mais c'est bruyant, etc. Mais en fait, ce n'est pas plus bruyant qu'une ventilation mécanique traditionnelle qu'on peut avoir dans un appartement où on a l'habitude. Il y a toujours un petit fond ou un petit bruit. Malgré tout, pour donner des ordres de grandeur, on est sur une quarantaine de décibels sur les extracteurs. C'est un lave-linge, un lave-vaisselle silence quoi, qu'on aurait dans notre appartement. Donc oui, il est sur le toit. Ceux qui sont juste en dessous, ça peut engendrer quelques bruits, suivant aussi les vents, etc. On peut l'entendre, en effet. Euh, mais bon, ça, on ne sait pas faire mieux, si ce n'est que, en fait, vraiment le point important là-dessus, c'est qu'on est passé de pas de bruit à un bruit. Et c'est ça qui fait le gros problème, en fait. Mais oui, ça fait un petit peu de bruit. Effectivement, c'est toujours la première inquiétude. De toute façon, quand on passe d'une ventilation naturelle dès qu'on mécanise, c'est la grande question avec justement souvent des retours d'expérience sur des bâtiments neufs qui ont une ventilation auto, souvent, et enfin neufs ou récents en tout cas, et dont ils se plaignent assez, et on entend plus Et souvent puis, de bruit. un point important, quand on est isolé par l'extérieur, on entend encore plus les bruits intérieurs. Donc, ça Oui, accentue aussi tout ça. tout à fait. Alors, on a une question. Comment mesure-t-on le taux de renouvellement de l'air? Eh bien, il faut avoir la surface de l'appartement, les hauteurs sous plafond, du coup, ça nous donne le volume. Et après, on vient mesurer le débit de chaque bouche. Et puis, avec le débit cumulé plus le volume de l'appartement, on fait le rapport et on a le volume heure. Donc, le volume, les deux débits. Et puis, vu que les débits, c'est des mètres cubes heure, ben, on a la notion aussi d'heure. Donc, il faut avoir le volume de l'appartement, le volume extrait, et le rapport nous donne le taux de renouvellement d'heure en volume heure. Question, quel est l'impact d'une rénovation VMC sur le bilan énergétique? En règle générale, de 4 à 8% d'économie d'énergie. Après, ça dépend. Hein, si l'immeuble, dans un immeuble, tout avait été occulté, fermé, qu'il n'y avait pas un brin de renouvellement d'air, les gains énergétiques, forcément, on était dans un truc tout sans aucune prise d'air. Donc, voilà. Mais globalement, au-delà des économies d'énergie, on va parler de qualité d'air intérieur, on va parler de plein d'autres choses qui sont hyper importantes. Donc, il y a le gain énergétique, mais il n'y a pas que ça. Mais ça en génère, bien sûr, parce qu'un renouvellement d'air naturel, il fluctue. Donc, forcément, il n'est pas bon pour la performance énergétique. Il faut mieux extraire un petit peu plus, même des fois, mais tout le temps pareil. Au moins, on maîtrise et on fait avec et on sait où on va. Voilà. C'est général et permanent. Et puis, c'est vrai que la sensibilisation a grandi avec les 2 dernières années Oui. sur ces questions. Existe-t-il des bouches d'aspiration acoustiques? Des bouches d'aspiration acoustique, je ne crois pas. Par contre, des entrées d'air acoustiques, oui. Quand on est en bord de route, je sais qu'on a rénové une grosse résidence en bord de périph' à Lyon. Oui, entrée d'air, renforcement acoustique, etc. Là, oui. Des bouches d'extraction, je n'ai pas de connaissances sur des bouches acoustiques parce que ça fait quasiment pas de bruit. Enfin,
Et puis, ce n'est pas la bouche qui fait du bruit. Donc, voilà. Non, je ne connais pas. À ma connaissance, Est-ce que la qualité de la VMC fait partie d'un DTG ou d'un DPE? Diagnostic la qualité global. La qualité de la VMC. La qualité, en tout cas, si on a une VMC, donc une ventilation mécanique dans un immeuble, bon, le DPE, je ne connais pas trop, mais dans le DTG, je sais que nous, on va mesurer les débits, oui, dans les logements, pour justement calculer simplement ces taux de renouvellement d'air. Et on va avoir des fois des appartements à 1 volumeur, 2 volumeurs. Du coup, la personne a bouché. Du coup, chez le voisin, on a 3 volumeurs. Puis chez l'autre, on a 0,1 volumeur. Voilà, on se dit, OK, bon, bah, il est peut-être temps d'équilibrer tout ça, de remettre des entrées d'air partout, de remettre des bouches équivalentes dans tous les logements pour qu'on ait, et puis des moteurs aussi d'une autre catégorie qui permettent ce qu'on appelle la pression constante, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que d'avoir quelque chose à débit fixe, on va avoir un débit variable, mais à pression constante. Donc, débit variable, ça veut dire qu'un copropriétaire va occulter sa bouche, et ben, le débit va être réglé par le moteur. On va maintenir la pression dans la colonne, le moteur fait le job pour réduire le débit qui ne va pas chez le voisin, en fait. Voilà, c'est une nouvelle technologie de moteur qu'on a. Et souvent, malheureusement, en copropriété, nos syndics vont faire du remplacement à l'identique, demander à l'entreprise de remplacer à l'identique le moteur. Bah, c'est un peu dommage, c'était le moment de passer peut-être à une autre technologie. C'est toujours lors des changements, du remplacement d'entretien qu'on essaye de favoriser effectivement les nouvelles technologies. Oui. Alors, il y a une personne qui est arrivée en cours de route et qui dit on ne parle que de ventilation au simple flux. Existe-t-il des solutions double flux pour les collectivités? Alors, non. Enfin, s'il y en a qui veulent en faire, oui. Mais non, en copropriété, intervenir dans tous les logements, les embellissements, les faux plafonds qu'il faudrait faire, tirer toutes les gaines, etc. S'il y a des héros parmi vous qui veulent s'y lancer, très bien, mais non, on n'y arrive pas. Alors, en copro, moi, je partage entièrement. Et là, par contre, il posait la question pour les collectivités. Donc là, c'est une autre approche, effectivement, parce qu'ils peuvent refaire un faux plafond. C'est plus simple. Ou on va y arriver avec des bailleurs sociaux. Oui, mais en logement occupé, c'est quand même compliqué. Ah oui, oui. Alors, encore une question. Est-ce que la fluctuation du renouvellement de l'air pourrait expliquer des différences de température entre appartements d'une même copropriété au chauffage collectif? Dans notre copropriété, nous avons 2 degrés d'écart. Non. Oui, je mettrais plus un biais sur l'équilibrage du chauffage, mais ça peut bien sûr jouer. Comme je vous l'ai dit, le logement qui a un taux de renouvellement d'air de 1,5 volumeur quand son voisin en face est à 0,3, ben oui, celui qui est à 1,5, c'est-à-dire que toutes les heures, il a 150% du volume qui est renouvelé. Donc oui, il faut le chauffer plus, donc une sensation de froid forcément, donc ça joue carrément. Après, il y a aussi l'équilibrage du chauffage, le désembouage des radiateurs, si c'est des radiateurs, enfin, il y a plein de facteurs, mais la ventilation en est important en effet. Tout à fait. Tout à fait. Alors, une dernière question. Le choix de l'isolant extérieur a-t-il un impact sur une ventilation, sachant que certains isolants ne sont pas perspirants? Oui, alors, bon, le fait déjà d'isoler, mais c'est vrai que la vapeur d'eau va très mal se transférer vers l'extérieur quand on a un polystyrène. En effet, il bloque tout transfert, etc. Donc oui, ça joue un petit peu. Après, globalement, oui, il vaut mieux poser un isolant biosourcé ou une laine minérale, c'est certain. Malheureusement, c'est souvent le prix qui fait le choix, même si de plus en plus le législateur nous donne des aides pour ça. On le voit à Lyon, à Annecy, je ne sais pas si à Chambéry, il y a des bonifications sur les isolants biosourcés, mais on a... Ces collectivités, effectivement, c'est que des démarches territoriales, très locales, avec des sensibilités. Voilà, mais à Lyon, à Annecy, ça y est, on a des aides qui nous permettent de combler le budget d'un biosourcé par rapport à du PSE, par rapport à du polystyrène. Donc là, ça y est, c'est parti, on va pouvoir
même si les avis techniques sont encore compliqués en copropriété pour poser un isolant un peu exotique, si je peux dire, sur des immeubles de 4, 5, 6 étages. C'est encore compliqué, mais bon, on va y arriver. Je me réserve la dernière question. Tout à l'heure, tu parlais d'un conduit extérieur, du coup, qui était immergé dans l'isolant. Donc, il était isolé. C'est pour cette raison, j'ai compris que la partie haute qui sortait de l'isolant devait également être isolée. Est-ce qu'on peut créer un conduit comme ça qu'on n'isole pas du tout s'il y a des... Enfin, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas intégré dans l'ITE. Est-ce qu'il faut l'isoler ou est-ce que pas forcément? Alors, bon, d'une part, s'il est un apparent, il sera sûrement refusé. Mais un conduit métallique comme ça, même s'il est double pot isolé en façade, alors ta déclaration préalable de travaux, bon, j'émets des doutes que l'autorisation soit donnée. Donc, quand il est noyé, pas de souci. Et du coup, qu'il soit isolé, c'est le risque de condensation. Hein. Donc, après, soit en partie basse, il y a un petit robinet pour le vider de temps en temps. C'est pas l'idéal, mais voilà, on va vraiment condenser. Et donc, soit on l'isole par l'extérieur avec enfoui dans l'isolant, soit on le fait double pot. Mais s'il est double pot tout seul, il sera sûrement refusé. Donc là, ça a été autorisé parce qu'il fallait bien qu'il sorte au-delà de la toiture et on a créé ça. Mais bon, on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas isolé par l'extérieur. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme de l'heure qui nous est consacrée. Donc, il y a plusieurs questions pour récupérer les slides. Donc, non, on ne va pas pouvoir récupérer les slides. Par contre, la webinaire a été enregistré. Donc là, comme tous les webinaires, ils sont tous revisés. On peut tous les revoir sur le site du MOOC. Donc ça, vous aurez tous le lien sans aucun problème. Et pour tes coordonnées, Ludovic, ils seront aussi à disposition pour tout le monde qui pourrait avoir des questions supplémentaires. Je te remercie beaucoup, Ludovic, d'avoir encore une fois répondu favorablement à notre invitation et à tous d'avoir participé à ce webinaire qui, j'espère, vous a été utile. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e webinaire consacré cette fois à la communication dans les copropriétés. Je vous remercie et bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.